Et je vais donc vous proposer maintenant d'accueillir Philippe Sansonetti, qui est déjà à la tribune. Il est professeur au Collège de France et il intervient sur le thème liberté individuelle et intérêt collectif au cœur du principe de vaccination universelle. Sans doute peut-être le sujet le plus d'actualité, le plus médiatisé par rapport au thème santé, société, environnement de nos rencontres de cette année. Philippe Sansonetti. Merci beaucoup de me mettre la pression dès le début. Merci Daniel Nahon pour l'invitation. Je suis vraiment très honoré d'être présent et de pouvoir finalement partager avec vous ma vision de la problématique de la vaccination, disons au XXIe siècle. Avant de commencer, je voudrais quand même dire un tout petit merci personnel à Jean-François Delfraissy pour le travail formidable qu'il est en train de mettre en place et de réaliser avec ses collègues pour ces assises de bioéthique. J'étais vraiment très, très impressionné par sa présentation. Donc, on va parler de vaccins et on va parler en fait d'un élément, et ça servira un petit peu de fil rouge à ma présentation, qui est au fond intrinsèque à la problématique de la vaccination, qui est en fait cette au fond, zone qui peut devenir une zone de friction, de tension entre la liberté individuelle et l'intérêt collectif. Et j'en parlerai moins sur un mode philosophique, parce que je ne suis pas philosophe, que sur un mode finalement, au fond, clinique et immunologique. Mais vous verrez un petit peu la façon de le faire et les questions seront bien entendu les bienvenues. Alors, comme c'est un sujet un petit peu sensible, j'ai voulu quand même dire que je n'avais strictement aucun conflit d'intérêt à déclarer avec l'industrie des vaccins. Je suis un pur académique, Collège de France, Institut Pasteur et INSERM. Je voulais même rajouter que je travaille sur, entre autres, en termes de recherche translationnelle sur le développement d'un vaccin contre la dysenterie bacillaire, qui est une infection, au fond, négligée des enfants dans les pays en voie de développement, dans les pays déshérités du Sud. Et donc, si j'ai un conflit à déclarer, c'est un conflit des intérêts. Alors, vaccination et santé publique. En fait, on a, au fond, et je pense pas qu'une conviction personnelle, c'est une remarque générale, des résultats brillants pour ce qui concerne la santé publique, sur la santé des populations, d'abord dans nos régions et heureusement de plus en plus élargi aux régions du Sud, au fond d'un trio interventionnel qui a été l'hygiène. En particulier, on a entendu parler de l'hygiène alimentaire, l'hygiène individuelle, l'hygiène hospitalière a bien entendu été quelque chose de fondamental. Au XIXe siècle, les chances de survie dans un hôpital étaient très limitées, quelle qu'était la raison pour laquelle on y était entré. Bien sûr, les sulfamides puis les antibiotiques et la thérapeutique, et puis bien entendu la vaccination. La vaccination étant au fond, en termes d'intervention de santé publique, ce qui offre le meilleur rapport coût-efficacité et très probablement aussi un rapport risque-intérêt de la vaccination qui est très, jusqu'à présent, je veux dire, a été accepté et largement mis en place et accepté par les populations. Et à ce compte-là, finalement, par ce principe de vaccination universelle qui a été le grand paradigme de la vaccination mis en place au XXe siècle, on a réussi des choses spectaculaires. On a éradiqué la variole. Alors éradiquer, c'est un terme très précis. Ça veut dire que non seulement on a éliminé la maladie, mais on a aussi éliminé le micro-organisme, le virus responsable, qui ne circule plus du tout, grâce au fait que, au fond, la variole était une maladie qui avait toujours une expression clinique et le fait qu'il n'y avait pas, heureusement, de réservoir animal qui permettait éventuellement de réintroduire le virus après la vaccination humaine. Alors il reste quelques virus dans des endroits très particuliers d'instituts sur la planète, mais bon, rien ne circule à l'heure actuelle et on peut considérer que la maladie a été éradiquée et donc la vaccination contre la variole, qui n'était d'ailleurs pas une vaccination très agréable, mais qu'on finalement acceptait à cette époque parce qu'on connaissait le caractère dramatique de la maladie, donc cette vaccination a été arrêtée. Et puis on a éliminé
en gros, en tout cas dans nos régions, sous nos latitudes, la plupart des maladies de l'enfance, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, bientôt l'hépatite B, des maladies non seulement virales mais aussi des maladies microbiennes comme les infections à pneumocoque, les infections, les méningites à Neisseria, à Haemophilus. Donc le bilan, quand on le regarde, est extrêmement brillant et on peut dire, et on n'en parle pas suffisamment souvent, au fond, que la mise en place de ce modèle de vaccination universelle qui a été aussi brillant et a apporté autant de succès en médecine humaine a apporté les mêmes avantages, les mêmes conséquences positives dans le monde vétérinaire. On sait par exemple depuis très peu d'années, après des efforts très très intensifs de vaccination systématique, que la peste bovine a pu être éliminée et probablement éradiquée. Donc on a dans ce modèle One World, One Health un exemple au fond en miroir de l'efficacité de ce processus de vaccination universelle. Donc cette vaccination universelle, elle a été le paradigme du XXe siècle. Elle a marché parce qu'elle assurait à la fois, ou elle assure toujours d'ailleurs, à la fois un bénéfice individuel, c'est-à-dire que l'individu vacciné est dans l'immense majorité des cas protégé contre la maladie, mais aussi parce que par sa masse, elle assurait ce qu'on appelle une immunité de groupe, et on va y revenir, qui permet en fait, et ça n'a pas été clair tout de suite, ça commence à émerger récemment par justement l'analyse très précise des données et par l'analyse microbiologique et immunologique, cet effet d'immunité de groupe est capable au fond d'arrêter ou en tout cas de ralentir puis de bloquer la circulation de ces micro-organismes pathogènes qui sont soumis au vaccin donné et donc au fond non seulement de protéger les individus vaccinés eux-mêmes mais aussi un certain nombre d'individus qui pour une raison ou pour une autre ne sont pas vaccinés mais qui ne rencontreront plus ou extrêmement rarement le micro-organisme en question et vont donc être protégés. Donc ce principe il est essentiel et au fond il est au cœur du débat et au cœur probablement de cette histoire que je mentionnais dès le début de tension possible entre liberté individuelle de se faire ou non vacciner et intérêt collectif de la vaccination dont la preuve n'est plus à faire. Ceci dit, ce modèle de vaccination universelle, il s'est fait de façon, je dirais, relativement simple au sens où on ne s'est pas posé trop de questions. On vaccine un maximum d'individus. En fait, on ne regarde même pas ou très rarement la réponse immunitaire de ces individus parce qu'on sait qu'une fois vaccinés correctement, ils sont protégés, en tout cas dans l'immense majorité des cas. Et c'est en grande partie parce qu'il n'y a pas besoin de cette assistance, je dirais, de suivi biologique des individus vaccinés que l'intervention vaccinale, qui en plus, contrairement aux interventions curatives, est un seul acte, est aussi, je dirais, en termes de santé publique, importante en termes de rapport coût et bénéfice. Et donc ce système, ce modèle, ce paradigme de vaccination universelle du XXe siècle, il a bien fonctionné. Et je voulais quand même simplement, pour celles et ceux qui éventuellement ne seraient pas tout à fait au courant de cette notion d'immunité de groupe, le montrer dans cet exemple. En haut, vous avez des individus bleus qui sont non vaccinés, sensibles, susceptibles, comme on dit maintenant avec un anglicisme, à une maladie infectieuse. Et dans ce groupe vont faire irruption des individus infectés, une épidémie de grippe par exemple, et donc cette microbe, ce virus, cette bactérie va être transmise aux autres individus qui ne sont pas immunisés, et ceci va se faire en fonction de paramètres très complexes qui se résolvent sous un terme et un paramètre qu'on appelle le taux de reproduction, le R0, c'est-à-dire au fond le nombre d'individus qui vont être infectés par un individu, index lui-même porteur de la maladie et émettant le microbe en question. Et vous voyez qu'il y a des différences. La grippe, intuitivement, on penserait que c'est beaucoup plus contagieux. Ben non, c'est 2,5 individus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 2 individus et demi? Tout ça, bien entendu, ce sont des moyennes. Par contre, la rougeole, le taux de reproduction est de 12 à 20, énorme. La transmission est rapide, efficace, et on y reviendra parce que c'est très important en matière de protection. Ici, on est dans la partie du bas, effectivement, au cœur de cette notion d'immunité de groupe, c'est-à-dire que sur une population finalement très
très largement vaccinés. Les individus qui vont s'introduire dans cette population très largement vaccinée, portant le microbe infectieux, au fond, vont avoir beaucoup de mal à le transmettre et l'efficacité de circulation va être bloquée justement par cette immunité de groupe et au fond le R0, pour simplifier un petit peu la situation, va s'approcher de zéro. Donc on a là encore une fois un élément qui est essentiel à la compréhension du concept de la vaccination universelle, duquel il est très difficile à laquelle de sortir même au XXIe siècle, car on n'a pas trouvé au fond d'alternative à cette nécessité, si on rentre dans cette logique vaccinale, d'être obligé de vacciner une partie la plus importante possible de la population de manière à ajouter à l'effet individuel l'effet collectif. Et c'est là, encore une fois, que des discussions peuvent s'élever. Et c'était un peu le thème sur lequel je voulais intervenir ici. Alors, simplement une illustration quand même de l'efficacité des vaccins. Situation aux États-Unis, cette épidémie terrible de poliomyélite qui avait commencé au début du siècle, tous les étés en particulier, était devenue une espèce de spectre absolument dramatique, et la mise au point des deux types de vaccins, le vaccin Sabin atténué et le vaccin Salk tué, ont pu montrer très très rapidement, vous voyez, en l'espace de quelques années d'utilisation, la quasi-disparition et l'élimination de la poliomyélite, voire l'éradication de la poliomyélite, car en gros, les virus ne circulent plus, en tout cas dans nos régions, à part un sérotype et encore de façon très très rare. Ce qu'on espère, bien entendu, c'est obtenir, et c'est en cours, mais avec beaucoup de difficultés pour les dernières étapes, le même effet, non seulement d'élimination, voire d'éradication de la poliomyélite dans les pays les plus pauvres, et on est encore loin du compte dans certaines circonstances. L'autre situation, c'est celle de la rougeole, des épidémies massives, relativement dramatiques en nombre, 500 000 aux États-Unis chaque année avant la vaccination. La vaccination est mise en place en 1963. Dans les 5 ans qui suivent, vous voyez, avec un petit chaos parce qu'il a fallu découvrir qu'il fallait une deuxième dose de vaccin, on a pu contrôler, éliminer la maladie. Même chose, bien entendu, dans les pays européens, et on va y revenir. La même chose, au fond, s'applique, et on ne s'y attendait pas quelque part, aux vaccins contre les maladies bactériennes. On s'aperçoit que ces nouveaux types de vaccins, dont vous avez sans doute entendu parler, c'est-à-dire ces vaccins polysaccharidiques conjugués, associés à une protéine porteuse protéique, qui est généralement ce qu'on appelle une anatoxine diphtérique ou tétanique, ce qu'on utilise pour la vaccination contre la diphtérie ou le tétanos, ont une capacité de protection qui est non seulement au fond contre la maladie, c'est-à-dire contre la capacité, par exemple, dans ce cas-là, du pneumocoque d'envahir les tissus, le poumon, la circulation, les méninges, et donner lieu à des méningites et à des conséquences mortelles ou en tout cas à de grosses séquelles, mais aussi ils sont tellement efficaces qu'ils arrivent à diminuer, voire arrêter la colonisation des voies aériennes supérieures. Et donc ces vaccins, comme les vaccins viraux, ont quasi la capacité d'éliminer le micro-organisme, de l'empêcher de circuler, et donc ont un effet d'amplification par cette immunité de groupe qu'on n'aurait pas imaginé jusqu'à présent, par exemple pour la vaccination antitétanique ou la vaccination antidiphtérique qui porte simplement sur la toxine qui est exprimée par le micro-organisme, alors que l'immunité naturelle est relativement faible. Alors ces vaccins marchent très bien chez le nourrisson, ils marchent moins bien dans la population âgée, c'est pour ça qu'on est un petit peu dans la difficulté actuelle, parce que le pneumocoque, les sérotypes, y compris les plus invasifs, continuent à circuler dans certaines populations et il y a un progrès à faire manifestement dans la vaccination du sujet âgé. Vous savez qu'une des causes principales de décès après la grippe chez la personne âgée, c'est l'infection pulmonaire par le pneumocoque. Alors, cette notion d'immunité de groupe est soutenue par le blocage de la circulation. Elle est aussi très bien illustrée par le travail qui a été fait au Royaume-Uni lorsque le Royaume-Uni a mis en place la vaccination contre le méningocé. Vous savez que les Anglais, et sont en cela en avance sur nous, font énormément de modélisation en santé publique. Ils ont énormément d'équipes académiques qui travaillent ensemble et avec les agences gouvernementales. Et ils avaient au fond mis en place un modèle optimiste et un modèle pessimiste d'élimination de la méningite à méningocé au Royaume-Uni. Alors le modèle optimiste, il est en bas, ici. Le modèle pessimiste, il est ici. Et ce que vous voyez, c'est que la réalité des choses, c'est que la maladie s'est arrêtée même avant
le modèle le plus optimiste qui avait pu être fait par les mathématiciens anglais, montrant simplement une chose, c'est que, je vous disais avant, ce vaccin est capable d'éliminer le portage et donc d'éliminer très rapidement la circulation de ces micro-organismes. C'est pour insister sur, au fond, la valeur de ces vaccins bactériens qui sont parfois discutés, que ce soit méningocoque, que ce soit pneumocoque, avec les difficultés que j'ai mentionnées, que ce soit Haemophilus influenzae B, on est dans ce type de situation et on peut avoir confiance dans l'efficacité de ces vaccins. Alors, donc ce modèle est-il encore valable au XXIe siècle? Alors bon, si vous pouvez déjà imaginer que ma réponse est oui, mais je voudrais quand même qu'on réfléchisse et qu'on discute un petit peu de tout ça parce que il y a quelques tensions qui se sont finalement révélées ces dernières années, ces dernières décennies même, et je pense qu'il faut en tenir compte qu'au fond, de forcer un système qui commence à poser quelques hésitations n'est pas nécessairement la meilleure façon de se comporter. Donc pourquoi est-ce que il existe un peu de tension sur ce modèle, sur ce paradigme du XXe siècle? D'abord parce que les maladies infectieuses changent dans une certaine mesure. On est rentré, vous le savez, depuis quelques décennies dans un régime d'émergence qui pose d'ailleurs la problématique de mise au point de vaccins. Est-ce qu'il faut, à chaque fois qu'une maladie infectieuse émerge, mettre en place très rapidement un vaccin et le développer? Est-ce véritablement quelque chose de raisonnable compte tenu des coûts et compte tenu, au fond, du fait que certaines de ces maladies vont persister, d'autres vont très rapidement, parce qu'elles se sont dispersées très rapidement dans la population, comme Zika par exemple, donner une immunité naturelle et ne probablement pas réapparaître avant une génération. Donc il y a tout un tas de discussions qui se font et qui sont de la bonne science et de la bonne réflexion scientifique sur l'approche vaccinale dans toute cette nouvelle finalement ère de pathologies émergentes, et c'est pour ça que ça pose une certaine tension, car il y a des choix à faire et il ne faut pas qu'ils soient au détriment éventuellement d'autres interventions plus efficaces. L'environnement a changé, en particulier l'émergence des maladies infectieuses s'est accompagnée d'une émergence de résistance aux antibiotiques, et ça c'est un des drames actuels et une des possibles menaces sur la prise en compte et le contrôle des maladies infectieuses dans l'avenir. Et puis, bien entendu, la société a changé et probablement, encore une fois, ce paradigme d'acceptation de notions de liberté individuelle et d'intérêt collectif et de primauté de l'intérêt collectif n'est peut-être pas aussi évident qu'il a pu l'être. Et donc, la tension peut naître à ce niveau-là. Alors donc, si on rentre dans quelques détails, mais très rapidement, la tension sur le modèle, c'est que les maladies infectieuses, encore une fois, changent. Même en pédiatrie, on voit très bien que la vaccination a éliminé des maladies, mais d'autres apparaissent, des infections virales parfois graves. Les pédiatres urgentistes disent que 50% des sepsis graves du nourrisson et de l'enfant n'ont pas de diagnostic. Donc de quoi parle-t-on? Quels nouveaux virus, quels nouveaux pathogènes, au fond, sont impliqués? Il y a là une zone grise qu'il va falloir prendre en considération, bien entendu. L'extension de l'antibiorésistance, j'en ai parlé. L'OMS considère qu'en 2050, il y aura peut-être 10 millions de personnes qui décéderont chaque année d'infections antibiorésistantes, ce qui veut dire au fond que les maladies infectieuses redeviendront la première cause de mortalité sur la planète. Ces chiffres sont peut-être un petit peu exagérés, mais au moins, ils poussent la communauté à travailler sur ce domaine. Et je dis ça parce que, au fond, l'antibiorésistance est un élément de plus en faveur de la vaccination, dans la mesure où les vaccins, en protégeant contre les infections, en particulier bactériennes ou les surinfections bactériennes, vont diminuer l'usage des antibiotiques et diminuer donc la pression sélective qui va amener à la sélection de germes résistants. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point est que dans les infections nosocomiales, qui sont au fond un des problèmes médicaux actuels dramatiques, les micro-organismes en cause sont souvent résistants, et ça pose le problème justement d'un petit changement dans le paradigme, c'est-à-dire est-ce qu'on va s'orienter vers des vaccins dédiés à un certain nombre de ces micro-organismes qui sont mortels ou en tout cas donnent des infections très graves en environnement hospitalier
et sont résistants, donc très difficiles à traiter, va-t-on devoir développer des vaccins contre le staphylocoque, contre Escherichia coli, qui est la première cause en fait de mortalité hospitalière? Tout ça, ce sont des questions qui sont posées à l'heure actuelle et qui posent au fond un modèle un petit peu différent, un petit peu altéré, qui est le modèle de la personnalisation de la vaccination. Et cette notion de personnalisation, en fait, elle va s'adresser aussi à d'autres catégories de population, aux personnes immunodéprimées qui sont de plus en plus fréquentes du fait des progrès de la médecine, aux personnes âgées. L'augmentation de la population, bien entendu, des personnes âgées, 25% en 2025 de la population française aura plus de 65 ans. Et on est là dans des situations où on dira un mot avec le vaccin contre la grippe. Le vaccin marche mal chez les personnes âgées, il ne faut pas se le cacher. Donc il y a un vrai travail d'amélioration de l'efficacité des vaccins qui est à mettre en perspective. Et tout ça, au fond, ça représente ces notions de tension dont je voulais vous parler et au fond vous mentionner. Et puis il y a l'aspect sociologique. Et l'aspect sociologique, il a l'air de peser de plus en plus lourd, et il est illustré en fait par cette étude de la London School of Hygiene and Tropical Medicine qui est parue en octobre 2016, qui est une étude multinationale. Alors on peut discuter le fait que les échantillons n'étaient peut-être pas aussi importants qu'ils n'auraient dû l'être, mais néanmoins la France apparaît en premier sur le podium des pays où s'est exprimé lors de l'interrogatoire des citoyens le finalement plus grand doute sur la nécessité de se vacciner, 41%, voire sur l'efficacité des vaccins ou la dangerosité des vaccins de l'ordre de 10 ou 12%. Et je pense que ces chiffres, il ne faut pas les rejeter, il ne faut pas les négliger. Je pense qu'il y a un malaise actuel, il y a un malaise chez les jeunes parents, il y a une vraie discussion de fond à avoir sur la problématique des vaccins, et on ne peut pas simplement dire il faut continuer comme on a fait avant. Je pense qu'il va falloir réfléchir à des solutions. Alors on peut commencer à s'interroger et trouver de bonnes raisons, effectivement, pour ce qu'on appelle maintenant l'hésitation ou la défiance vaccinale. Il y a le fait que les maladies infectieuses, en particulier de l'enfance, je me suis focalisé là-dessus, étant finalement très largement contrôlées, voire éliminées dans nos régions, on ne les voit plus. Donc on n'a plus cette pression, cette angoisse, ce stress qu'avaient les parents de notre génération avant, nos grands-parents éventuellement, devant le risque de maladies infectieuses et la mortalité infantile qui était très très importante. Donc toute cette menace étant finalement dissipée, la nécessité du vaccin paraît moins évidente et parfois même les effets secondaires qui sont rares, en particulier pour les vaccins de l'enfance et généralement extrêmement bénins, sont montés en épingle parce qu'au fond, pourquoi prendre ce risque puisque au fond les maladies infectieuses on ne les voit plus. Et ça c'est, je pense, un des éléments moteurs extrêmement importants à prendre en considération. On y reviendra rapidement, la formation des médecins. Je pense qu'il faut que nos personnels de santé soient beaucoup mieux formés à la fois en santé publique et en particulier dans le domaine de la vaccinologie. Il y a eu des crises sanitaires, des fiascos de campagne vaccinale, je vais en redire un mot rapidement, qui se sont probablement quelque part imprimés dans la mentalité de la population et qui causent une partie de ce doute, même si souvent ce n'est pas totalement justifié. Il y a l'autorité politique qui, je crois, a vécu sur ce concept pasteurien idéalisé et n'a pas véritablement réfléchi avec les autorités médicales et même avec la population à ce paradigme qu'on continue à utiliser. Donc le champ a été laissé un petit peu en déshérence, je dirais, sur le plan sociétal. La société aussi est plus individualiste, avec donc cette tension qui se fait sentir quand même, on ne peut pas le nier, entre la liberté individuelle et l'intérêt collectif. Il y a l'industrie biomédicale qui manque clairement de transparence, il y a des problèmes de rupture de stock, il y a des problèmes de marketing, il y a des profits aussi. C'est vrai que le fait de faire du profit sur des choses qui sont d'intérêt médical pour la santé est peut-être plus mal perçu par la population que de faire du profit en vendant des automobiles ou d'autres éléments électroménagers. Donc on est dans une situation où au fond, alors que le XXe siècle était resté extrêmement adhérents à ce paradigme où on commence à se poser quelques questions et à les exprimer. Et au fond, c'est le vaccin qui est un petit peu victime de tout ça. Il y a la montée en puissance, on ne peut pas le nier, des groupes et de militants anti-vaccins qui ont trouvé, avec Internet bien entendu, la possibilité de s'exprimer et d'élargir leur espace d'expression
avec sans doute quand même des effets négatifs, avec en particulier des éléments comme la diabolisation des adjuvants, des sels d'aluminium par exemple, qui est quelque chose qui clairement fait actuellement peur à une certaine partie ou une certaine frange de la population, en particulier des parents, au moment d'être amenés à immuniser leurs enfants. Ceci dit, tout ça a toujours existé. Ce courant très militant anti-vaccin a existé dès le milieu du XIXe siècle, lors de l'obligation de la vaccination, à proprement parler, par la vaccine contre la variole, où finalement le thème développé était, au fond, c'est l'hygiène qui va permettre de se débarrasser de la variole, c'est pas le vaccin, je suis libre de ne pas me vacciner. Tous ces thèmes, au fond, on les retrouve à l'heure actuelle dans ce qui pourrait être, au fond, une espèce de checklist des thèmes récurrents, disons, du militantisme antivaccinal qui, de plus en plus, au fond, encore une fois, via ces réseaux sociaux, arrive à disséminer dans la population. Alors moi, mes sentiments par rapport à ça sont bien sûr négatifs, parce que je suis quelqu'un qui pense et qui croit que la vaccination est un élément essentiel, mais je suis aussi quelqu'un qui essaye de regarder tout ça et de comprendre et d'analyser. Alors là-dedans, il y a deux types de choses. Il y a des choses qui sont purement anthropologiques et sociologiques, comme le respect de son corps, et ça, on peut imaginer effectivement de bâtir là-dessus une réflexion et quelques exceptions. Par contre, il y a là-dedans des mensonges. Et ça, c'est, disons, la partie de ce militantisme antivaccinal qui, pour moi, est intolérable. Mensonge sur le fait que les vaccins ne marchent pas, mensonge sur le fait que les vaccins soient d'une extrême dangerosité, et d'autres éléments de cette nature sur lesquels je reviendrai à la fin et qui s'expriment souvent par des choses qui véritablement dépassent les limites de l'entendement. Et ça, pour un pasteurien comme moi, c'est quelque chose qui est parfois difficile à vivre, mais j'essaye quand même d'écouter et de bâtir une réflexion autour de ça. Mais je voudrais surtout dire qu'au milieu de tout ça, il y a une personne qui émerge. Et cette personne, c'est le médecin traitant. Et c'est vu clairement sur cette diapositive ici. C'est une étude que m'a confiée Sylvie Quillet pour Santé publique France, où ils ont étudié un large échantillonnage de population, en particulier de parents. Et au fond, la personne qui émerge comme étant la source principale d'information, c'est le médecin, hein, ce n'est pas Internet, ce n'est pas les proches, ce n'est pas même éventuellement les pharmaciens. La personne dans laquelle on a confiance et sur la base du raisonnement de laquelle on va décider ou non de la vaccination de son enfant, c'est le médecin. Et par une écrasante majorité, 95%. Un peu les pharmaciens, un peu le ministère de la Santé qui, entre parenthèses, a fait des gros efforts d'améliorer ses sites web et ses méthodes d'information, et il y avait du travail. Et c'est bien entendu pas l'industrie pharmaceutique, ou en tout cas pas à un niveau très important. Donc le médecin est au centre du dispositif, et je pense que dans tous les efforts qu'on doit faire à l'avenir sur, finalement, la remise en selle de la problématique vaccinale, même si à l'heure actuelle, les choses, heureusement, ne sont pas dramatiques, doit être dans la formation des médecins et la formation des personnels de santé en général. Alors, pour essayer de comprendre un tout petit peu mieux, et ce sera la dernière partie de ma présentation, cette notion de défiance et d'hésitation, je pense qu'il y a deux, au fond, péchés originels en France, car c'est des choses qui sont arrivées, en fait, exclusivement en France, qui ont amené ce petit déclic, quelque part, de doute sur la vaccination. La première, c'est l'épisode de vaccination de masse des adolescents contre l'hépatite B qui a été décidé en 1994. On a décidé initialement de vacciner les adolescents, enfin enfants-adolescents de 10 à 11 ans avec l'autorisation des parents. Et puis très rapidement, dans les mois ou années qui ont suivi, en tout cas dans les 4 ans qui ont suivi, ça s'est transformé en une campagne de vaccination de masse qui a touché 20 millions de personnes, manifestement quelque chose de massif. Alors on peut dire, très bien, il fallait absolument faire ça parce qu'il fallait arrêter la circulation de ce virus de l'hépatite B qui, je vous le rappelle, donne des hépatites chroniques et du cancer du foie. Et sans doute, ça a considérablement participé à la réduction considérable dans la population française, et c'est le bon côté des choses, de la circulation de ce virus et du risque en matière de santé publique. Inversement, bien entendu, le côté massif a été mal perçu, ce d'autant que c'est tombé à un âge de la vie où apparaissent souvent les maladies auto-immunes, en particulier chez les jeunes filles. Et donc, on s'est retrouvé très vite avec, dans cet événement très important,
le nombre de sujets vaccinés, quelques cas de maladies démyélinisantes qu'on a immédiatement, bien entendu, rapportés à cette vaccination. Et on est rentré de ce fait dans une controverse extrêmement violente avec une association qui s'est créée de patients et de médecins soignant ces patients qui au fond, étaient légitimes à penser que ce type de vaccination pouvait causer des maladies démyélinisantes. Sauf que toutes les études ultérieures ont montré très sincèrement qu'il n'y a pas véritablement de lien et que c'est simplement cette corrélation est créée par ces événements très massifs de vaccination et ces petits points qui apparaissent en même temps et qu'on a très vite fait, faute d'autres raisons, à attribuer à la vaccination. Et on est là vraiment dans une difficulté sociologique parce qu'avec les meilleures bonnes intentions du monde, effectivement, on fait des choses qui sont parfois un petit peu risquées et on se retrouve avec une triple stigmatisation de l'État, parce que l'État, au bout de 4 ans, a décidé d'arrêter cette campagne de vaccination importante et donc a légitimé dans une certaine mesure le risque de maladies démyélinisantes, finalement dépréciation ou stigmatisation du vaccin, et j'en parle encore, souvent les mères me disent « je veux bien vacciner mes enfants contre tout ce que vous voulez, mais pas contre l'hépatite B », et bien entendu de l'industrie pharmaceutique qui a été suspectée, pas tout à fait à tort d'ailleurs, d'avoir beaucoup poussé pour la mise en place, pas de la campagne de vaccination elle-même, mais de l'amplification au-delà de la population qui avait été prévue initialement. Et il y a un deuxième, probablement, péché original, c'est peut-être pas très gentil de le présenter comme ça, mais je pense que rétrospectivement, ça s'est imprimé, c'est l'échec de la campagne de vaccination contre la grippe A H1N1, la grippe pandémique en 2009. Cette grippe pandémique, tout le monde s'attendait à ce qu'elle vienne un jour et qu'au fond, on n'avait pas de référentiel de pandémie bénigne. Toutes les pandémies jusqu'à présent, la grippe espagnole, la grippe de Hong Kong, tous ces phénomènes au fond de mutation brutale du virus et de passage d'espèces étaient considérés comme devant tout naturellement causer une pandémie extrêmement dramatique. Donc tout, au niveau national et international, était prêt avec l'idée qu'il allait falloir vacciner massivement à la première occasion, et cette première occasion s'est présentée. Au fond, cette vaccination a été un échec total, ou en tout cas un échec, car très vite on a vu, et ce qu'on appelle l'épidémiologie digitale, où certains spécialistes surveillent au fond les signaux et les échanges et les questions sur les réseaux sociaux, ont vu très vite que les gens ne croyaient pas en cette vaccination, et en plus ils croyaient d'autant moins qu'à la même époque ou dans la même période, au fond, remontaient des signaux montrant que la maladie n'était pas si grave que ça. Alors on peut relativiser parce qu'elle a tué des femmes enceintes et des enfants, mais globalement, ce n'était pas la pandémie, ce n'était pas la grippe espagnole de 1918. Donc on a eu une espèce de cacophonie qui s'est mise en place avec, bien entendu, l'addition de complotisme, des industriels qui ont poussé, encore une fois, pour vendre leurs vaccins et ainsi de suite, l'État mis en cause. Et au fond, encore une fois, une cicatrice qui reste sur la vaccination et au fond, c'est pour moi quelque chose de triste. Alors rétrospectivement, c'est facile d'essayer de faire une analyse critique, mais je pense que prospectivement, il est essentiel de tirer de toutes ces aventures finalement des attitudes de façon à ne pas reproduire ce genre de situation. Vous regardez simplement la flèche rouge ici, c'est au fond l'acceptabilité des vaccins par la population française, toujours Santé publique France. Si vous prenez le rouge et le un peu moins rouge, vous voyez la place que ça prend en 2010, vous voyez la cicatrice énorme dans la population, même si ça s'est amélioré par la suite, de ce choc 2009 de la grippe H1N1 et de cette campagne massive qui, entre parenthèses, avait exclu les médecins généralistes. Et je pense que ça fait encore partie des éléments qu'il faut absolument prendre en considération par la suite. Donc, on peut parler de la vaccination antigrippale, qui est un autre exemple de la mauvaise compréhension de la santé publique par la population en général et par les médecins aussi en particulier, parce qu'on voit très bien que les personnels de santé dans les hôpitaux ne se vaccinent pas. On ne se vaccine pas quand on est relativement jeune ou en activité pour se protéger de la mort par la grippe, parce que c'est une maladie qui généralement reste relativement bénigne, même si elle est désagréable. Mais on se protège pour protéger les personnes âgées qui, elles,
sont extrêmement sensibles. On a chaque année probablement une trentaine de milliers de personnes âgées qui meurent de la grippe. C'est un chiffre insoutenable. On n'a pas accepté d'avoir tant de morts avec nos petits-enfants. Pourquoi accepter d'avoir tant de morts avec nos personnes âgées? Et là, on a un vrai problème à prendre en compte de responsabilité collective, car c'est en créant cette bulle de protection autour de ces personnes qu'on va pouvoir, dans l'état actuel des choses et dans l'état actuel du vaccin qui n'est pas assez efficace, protéger nos personnes âgées. Vous avez vu les exemples d'EHPAD l'année dernière. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans les détails par rapport à ça. Dernier point quand même, et il n'est pas neutre, la diminution, cette défiance vaccinale, cette diminution progressive, lente mais progressive, cette érosion lente mais progressive de l'adhésion au vaccin, au fond à l'adhésion au paradigme de vaccination universelle du XXe siècle, est imparable en termes de résultats. On voit sur cette courbe à quel point l'arrêt de la vaccination contre la coqueluche dans les années 70 au Royaume-Uni, parce que le vaccin était relativement mal toléré et au fond, les retours étaient relativement justifiés, mais aussitôt, la maladie a redémarré à un niveau presque similaire à ce qu'elle était auparavant. Et il a fallu, bien entendu, repartir de plus belle vaccinée, mais cette fois-ci, et c'est un bel exemple avec des vaccins, ça a été développé au Japon, sous unités qui sont beaucoup mieux tolérées que n'était ce vaccin tué à l'époque où la toxine pertussis en particulier était certes devenue une anatoxine, mais une anatoxine qui restait parfois un petit peu toxique et donnait en particulier beaucoup de fièvre et des signes nerveux, des convulsions. Donc il y a toujours un fond, ou souvent un fond de vérité dans tout ça. Parfois simplement corrélation, pas causalité, mais parfois aussi causalité, et on peut comprendre les réactions des populations, mais aussi on peut voir à quel point ce type de situation amène la science à faire progresser les choses et à améliorer la qualité des vaccins. Même chose pour la rougeole. La rougeole est extrêmement exigeante. Vous avez vu le taux de reproduction qui est de l'ordre de 12 à 20%. Il y a simplement un calcul à faire. C'est 1 moins 1 sur R0. Ça vous donne 95%. C'est le taux de couverture qu'il faut lors de la première injection contre la rougeole. Et si on n'atteint pas ce taux de couverture, on voit apparaître ce qu'on voit apparaître en ce moment en France et sur l'ensemble de l'Europe et sur l'ensemble de la planète, en particulier aux États-Unis, c'est-à-dire le retour de la rougeole et le retour d'une maladie qui n'est pas une maladie bénigne. La 24 000 cas de rougeole qu'on a eu en France entre 2008 et 2011, on a quand même eu 1 millier d'hospitalisations dans des unités de soins intensifs pour des pneumopathies graves, on a eu 35 encéphalites et on a eu 10 décès, 20 décès même maintenant avec les retours tardifs des déclarations, dont la moitié étaient des enfants immunodéprimés qui ne pouvaient pas être vaccinés. Et l'essentiel des personnes qui ont fait ces maladies étaient en fait soit des enfants trop jeunes pour être vaccinés, soit des enfants qui n'étaient pas vaccinés ou mal vaccinés. Les vaccinés faisant la maladie étant de l'ordre de moins de 5%, ce qui veut dire que le vaccin est vraiment efficace. Donc ça souligne l'importance essentielle de cette couverture vaccinale et au fond le rôle et le lien intrinsèque de cette immunité de groupe avec le concept de vaccin universel si on rentre bien entendu dans ces politiques de vaccination. Et donc la question au fond c'est dans cette période d'hésitation, de défiance, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire et au fond est-ce qu'il va falloir attendre que les maladies infectieuses reviennent comme le fait en ce moment la rougeole ou la coqueluche pour redécouvrir la valeur et les vertus de la vaccination et voir finalement revenir les maladies infectieuses d'hier, ce qui paraîtrait quand même un petit peu bizarre et inacceptable. Alors la dernière chose que je voudrais dire et peut-être insister là-dessus, c'est quand même que la communauté scientifique a un rôle important à jouer dans tout ça. Et on fait, entre guillemets, avec humour, en tout cas je l'ai fait dans un éditorial dans EMBO Molecular Medicine qui va sortir dans quelques jours, au fond l'anniversaire des 20 ans de la publication de ce papier de Andrew Wakefield au Royaume-Uni qui avait montré un lien entre la vaccination rougeole, oreillon, rubéole, mais essentiellement rougeole et la survenue de l'autisme. Ce papier a fait beaucoup de mal parce qu'encore aujourd'hui, des parents refusent de faire vacciner leurs enfants de peur que leurs enfants développent l'autisme.
Et ce que je ne comprends pas au fond, c'est moins, disons, les erreurs épidémiologiques et scientifiques de ce papier que j'ai relu et qui est truffé d'erreurs, je vous le garantis, c'est mon métier, que la permissivité du journal qu'il a publié et donc des auteurs, des experts, de l'éditeur qui ont laissé sortir, en anticipant bien entendu la gravité que ça pouvait avoir en termes de santé publique, laisser sortir un papier qui n'aurait jamais dû être publié. Et je pense que Wakefield aurait dû lire un petit peu plus avant de soumettre son papier les travaux de son compatriote Francis Bacon, qui a été finalement un des initiateurs de l'expérimentation moderne et surtout qui disait dans cette belle langue anglaise qui ressemblait encore à cette époque au français « Hurl your calumnies boldly, something is sure to stick ». Et ça, c'est calomnier, il en restera toujours quelque chose. Et donc, on rentre dans ce monde-là, on rentre dans ce monde, malheureusement, des fake news. On a eu l'exemple de la guerre du Golfe. Je ne vous recite pas cette phrase fabuleuse de Donald Rumsfeld qui laisse la place, justement, aux mensonges en politique. On a un autre individu, effectivement, parmi les grands philosophes américains, qui n'hésite pas à tweeter n'importe quoi, à tort et à travers. Mais tout ça fait mal et tout ça, pour nous, scientifiques, est quelque chose de dangereux. La solution à tout ça, je ne sais pas. La seule chose dont je suis convaincu à titre de scientifique, et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le temps passe, c'est qu'il faut absolument que l'académie, la science fondamentale, la science en général se réapproprie la problématique du vaccin et de la vaccinologie en général, en refasse un thème académique. On ne peut pas laisser le vaccin uniquement aux industriels, on ne peut pas le laisser uniquement finalement à une problématique qui va être en partie, en tout cas, guidé par des notions capitalistiques. Il faut qu'on réinvestisse le domaine, à la fois pour avoir des vaccins plus sûrs, pour avoir des adjuvants plus, finalement, tolérés, même si, encore une fois, ce n'est pas des problèmes majeurs, mieux adaptés à l'orientation de la réponse immunologique, des études cliniques beaucoup plus performantes, des surveillances, on est à l'ère des big data, on peut surveiller et améliorer la pharmacovigilance des vaccins avec des outils dont on ne disposait pas dans les décennies précédentes, et au fond, bâtir ou rebâtir un corpus scientifique, mais aussi sociologique autour de la vaccination, qui soit basé à partir de ces nouveaux éléments sur la formation des personnels de santé et sur l'information du public. Et je terminerai donc là-dessus en vous disant néanmoins avec un petit peu de romantisme que mon personnage scientifique favori, qui est Charles Nicholl, avait déjà intégré toutes ces notions en considérant qu'en fond, on était tous frères parce qu'au fond, on était les mêmes victimes des maladies infectieuses et que c'était notre semblable qui nous les transmettait et vice-versa. Je terminerai sur une seule diapositive, c'est la suivante. C'est si vous tapez sur un réseau vaccin, sur un réseau que je ne citerai pas, qui vend des livres et d'autres articles. Voilà ce que vous trouvez essentiellement par rapport à la vaccination. Je suis très ouvert à la contestation, mais ça va un tout petit peu trop loin. En finir avec Pasteur, ça passe pas. Et je voudrais vous avouer que simplement, de temps en temps, je me sens, ou je nous sens, parce qu'on est plusieurs à être sur le même motif, un petit peu seul. Merci.